Quand il était petit, on l'appelait l'avocat parce qu'il parlait tout le temps. Il avait toujours des trucs à raconter. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Il aimait bien raconter des histoires. Ton grand-père est né en 1912, le 22 septembre. Ils étaient une famille de 7 enfants, 6 garçons. Lui, il était le petit dernier. Et juste avant lui était née une fille, Paulette. Mon père, quand il parlait de sa famille, il parlait surtout de sa sœur. Et comme il y avait un grand écart d'âge entre les aînés et les 2 petits derniers, Paulette et André étaient très proches et jouaient ensemble. Je sais que son père travaillait à la Banque de France, que sa maman ne travaillait pas, elle avait largement de quoi faire à la maison avec les enfants. La vie n'était pas très riche. Il est né rue Mouffetard et ensuite ils sont partis vivre à Antony. Dans le haut d'Antony, c'est-à-dire à l'endroit où il y avait quelques habitations, quelques pavillons, mais c'était encore la campagne. Il a arrêté l'école à 11 ans et à partir de 11 ans, il est parti travailler. Donc tous les souvenirs d'enfance, de jeux dont il me parlait, ça devait être plus des histoires qui lui étaient arrivées avant son 11e anniversaire. Par exemple, il racontait que quand sa mère allait au marché, elle revenait avec ses cabas et elle lui disait « André, il y a un homme là-bas qui chante au marché, j'ai acheté la partition, tu vas écouter la chanson pour l'apprendre. » Donc il cavalait au marché, il écoutait la chanson, il l'apprenait. Quand il revenait, il pouvait chanter la chanson à sa mère avec la partition. Les beaux dimanches de printemps, quand on allait à Robinson, il racontait qu'il avait des copains et qu'il y avait un petit train, le petit Arpajonais, qui faisait le trajet depuis Arpajon jusqu'à Paris pour rapporter toute la récolte des maraîchers de la région. Et le petit train roulait très lentement et les gosses, dont papa, cavalaient derrière le petit train, sautaient dans les wagons, se laissaient transporter et puis ils sautaient du petit train en marche. Comme on s'aimait, et puis le soir, je me souviens. Il avait un grand frère qui était puisatier. Un jour, ils ont entendu la sirène se mettre en marche dans la ville d'Antony. Ils ont appris plus tard que c'était son grand frère qui avait été enseveli sous les décombres en creusant un puits. Il a exercé son premier métier, il avait 11 ans. Il a quitté l'école à 11 ans pour travailler chez un rétameur à Paris, dans un magasin où on réargentait les couverts, pour les restaurateurs par exemple, et ton grand-père transportait les couverts. Il allait les livrer aux restaurateurs qui les avaient donnés à réargenter. Le soir, il fallait passer le balai et passer la poussière au tamis pour récupérer la poussière d'argent. Du haut de ses 11 ans, il n'était pas bien grand et pas très costaud, parce qu'il se souvient pendant très longtemps de s'être cogné au coin des tables. Il a fait d'autres métiers, mais c'est de celui-là dont je me rappelle. Il est né en 12, donc il a connu la guerre de 14, et il se souvient d'avoir été envoyé avec d'autres gamins à la campagne, dans les Pyrénées. Il avait participé aux vendanges. Il racontait qu'il avait piétiné le raisin, comme on faisait dans le temps. Un souvenir qui l'amusait beaucoup. Il racontait que quand il était jeune homme et qu'il vivait encore chez sa maman, il travaillait toute la semaine, beaucoup. Et puis le samedi soir, il s'autorisait quand même le droit de sortir. Il mangeait chez ses parents et il partait ensuite. Donc il allait chercher les copains. Le copain était à table en train de manger. Il n'avait pas fini le repas et la maman disait « T'as mangé, André ?» Et lui répondait « Non, pas ». Il se remettait à table, c'est-à-dire qu'il faisait régulièrement un deuxième repas le samedi soir chez un de ses potes. Cet appétit-là, il se l'est gardé longtemps, parce que j'ai d'autres anecdotes comme ça, où il arrivait de reprendre un deuxième plat ou un troisième. Il avait vraiment un bon appétit. Et ça ne se voyait pas physiquement, il est resté très mince pendant très longtemps. Il parlait de la tendresse de sa maman, il avait un grand attachement pour elle, il ne parlait pas de son père. Je pense que son père était extrêmement sévère et je pense aussi que c'était un homme qui buvait beaucoup, comme beaucoup de la génération de mes grands-parents. Mon grand-père maternel buvait aussi énormément et toute sa famille pareil. Et mon père en a retiré un dégoût de l'alcool et il n'a pas bu avant ses 30 ans. Il s'est marié, je ne connais pas le nom de sa première femme. Il a eu un petit garçon, ils sont allés habiter à la Butte Rouge, à Châtenay-Malabry. Il ne s'entendait pas avec sa femme, les conflits sont arrivés relativement vite.
Le petit garçon, Robert, assistait aux disputes entre sa mère et son père. Et papa racontait qu'un jour, Robert s'est précipité vers son papa et il lui a dit « Mais papa, dis-lui, Vorson, dis-lui, puisqu'elle te dit Vorson, dis-lui, Vorson, elle te le demande. » Et quand papa est parti en Allemagne, Robert avait 3 ans. Papa a été appelé pour faire la guerre. Il est parti à la guerre. Il s'est retrouvé prisonnier très vite. Il s'est retrouvé dans un camp avec son meilleur copain, René Kerguelen. Dans le camp, ils étaient tous serrés les uns contre les autres à attendre. Puis un jour, ils ont vu un Allemand débarquer, un gradé, avec d'autres soldats, et qui, tout en allemand, a demandé des Bauer. Mon père ne savait pas ce que c'était que des Bauer, évidemment, mais avec René, ils se sont dit il vaut mieux partir et dire qu'on en est plutôt que de rester enfermés dans ce camp. Et du coup, ils ont été embarqués en Bavière pour être fermiers, puisque tous les hommes avaient été enrôlés dans l'armée allemande. Il n'y avait plus d'hommes valides pour faire les cultures. Et il s'est retrouvé dans cette ferme qui était à la fois non seulement la ferme, mais l'épicerie du village et la poste, le dépôt postal. Lui, il devait cultiver les terres tout seul. Tous les soirs, il était ramené à la commandanture, à un endroit où ils étaient de nouveau enfermés. C'était très dur pour lui parce que c'était plein de punaises. Il racontait que quand il était couché la nuit, il entendait des plocs, et c'était les punaises qui grimpaient au plafond pour descendre sur leur lit et les piquer. Le premier hiver, il a gardé ses vêtements de soldat, il n'a pas eu d'autres chaussures. Dans les 4 ou 5 mètres de neige qu'il y avait dans la campagne à ce moment-là, quand il avait à se déplacer, il marchait dans la neige, il était transit froid et il a vécu un premier hiver extrêmement difficile. Et puis après, les choses se sont améliorées pour lui parce que les gens ont bien vu qu'il était dur à la tâche. Et puis il n'y avait plus vraiment de surveillance à la commandanture, donc en fait les Français prisonniers qui jouaient leur rôle de fermiers se sont retrouvés logés dans les fermes elles-mêmes où ils travaillaient. Quand il racontait ses souvenirs d'Allemagne, il racontait jamais les trucs difficiles. Ou quand il y faisait allusion, c'était presque comme s'il racontait un film de cow-boy. Il s'est jamais appesanti sur les choses dures. Il y faisait allusion, mais vraiment c'était extrêmement discret. Ce qui fait que moi, quand j'écoutais ces histoires, j'avais vraiment l'impression que c'était un héros, quoi. La connaissance de la nature, il l'avait acquise très tôt. Il adorait les animaux et il adorait en parler. À moi, petite fille, il racontait les animaux qui avaient partagé son quotidien quand il était prisonnier en Allemagne. En particulier un petit cheval d'une race de chevaux de petite taille, très vif, très intelligent. Mon père avait créé un lien avec lui. Quand il devait aller chercher le courrier à la ville, le cheval tirait le traîneau. Une fois, le traîneau est parti un peu vite, le cheval galopait un peu rapidement. Papa s'est retrouvé par terre, tombé dans la neige, et puis en fait, le petit cheval était revenu. Sentant que le cavalier n'était plus là, il était revenu le chercher. Papa avait toujours une petite gourmandise dans la poche, une petite poignée d'avoine, je pense. Quand il approchait du petit cheval, il mettait sa main dans sa poche et il bougeait ses doigts dans sa poche, et le petit cheval savait que là était cachée la gourmandise. Un jour, le petit cheval a été malade, je ne sais plus très bien ce qu'il a eu, mais il a fallu le confier au vétérinaire de l'armée pour le faire soigner. Et ça a duré une très longue période, peut-être plusieurs mois. Quand il est arrivé pour le récupérer, le gars lui a dit à papa « Tu vas pas le retrouver, tu vas pas le reconnaître parce que regarde, les écuries étaient immenses et il y avait un petit cheval identique dans chacun des box. » Et papa a dit « Non, t'inquiète pas, je vais le trouver. » Et il a avancé, et il avait sa main dans sa poche et il bougeait sa main dans sa poche. Et c'est le petit cheval qui a reconnu papa. Alors avec son ami René Kerguelen, ils étaient très très liés. Ils travaillaient chacun dans une ferme différente, mais juste séparés par une petite route. Donc ils se faisaient des signes d'amitié et ils étaient toujours très complices. Ils riaient beaucoup ensemble. Et un jour, René se plaignait qu'il avait mal à l'œil. Il avait l'œil irrité et mon père ne voyait rien. Puis à un moment donné, il a aperçu un petit quelque chose, il a essayé de l'attraper. Dans le coin de l'œil, une espèce de petite pointe, donc quelque chose qu'il a tiré tout doucement, comprenant que c'était ça qui gênait. Et en fait, c'était une espèce de grand poil de seigle qui était arrivé à se glisser derrière l'orbite. Une autre fois encore, papa racontait qu'il avait perdu son dentier.
Il était vraiment embêté, ça avait duré un certain temps. En retournant le fumier, il l'a retrouvé au bout de sa fourche. Il a appelé René en disant « René, j'ai retrouvé mon dentier, regarde !» Quand il racontait cette histoire, il y avait toujours quelqu'un qui lui disait « Mais tu l'as remis ?» Et il répondait « Bah oui, je l'ai lavé, puis je l'ai remis, évidemment !» Oui, il a eu un dentier jeune. En fait, il a eu son dentier avant de partir à l'armée. Il racontait que sa première année en Allemagne, il avait participé à la préparation du cochon. Le cochon hurlait comme un être humain. Il était énorme dans son enclos. On tuait le cochon, on le saignait et on préparait toute la charcuterie. Et lui, on le faisait bosser comme un forcené, mais on lui filait rien à manger. Et du coup, il attachait le bas de ses pantalons avec de la ficelle. Il avait troué ses poches et quand les gens ne le regardaient pas, il faisait glisser de la saucisse par ses poches et en fait, il chargeait son pantalon par les 2 poches le long de sa jambe avec des kilomètres de saucisse qui rapportaient à la commandanture. Il racontait aussi qu'il avait appris à attraper les truites à la main. Il descendait dans les ruisseaux, il devait pas être très chaud les ruisseaux, des ruisseaux de montagne. Il glissait ses mains sous les talus et là il sentait la truite et il caressait la truite sous son ventre. Elle se laissait caresser et à un moment donné, hop, il serrait sa main comme un étau, il attrapait la truite. Quand papa était en Allemagne, Robert est resté avec sa maman dans cet appartement au dernier étage du 1 rue Eugène Varlin. Et au rez-de-chaussée, il y avait un couple avec 3 enfants qui s'appelaient les Messrig. Et Madame Messrig, elle était femme au foyer, elle gardait ses enfants. Les fenêtres étaient ouvertes en été, elle entendait Robert qui appelait. Il savait que Madame Messrig était dans le jardin et il l'appelait « Madame Messrig, Madame Messrig ». Elle lui répondait « Robert, t'es tout seul ? Oui. Tu as quelque chose à manger ? Non. Lance un panier ». Il accrochait une corde à un panier, il descendait le panier. Madame Messrig lui mettait à manger du pain. Enfin, il y avait peu de choses, mais bon, elle lui mettait quand même quelque chose. Et elle lui mettait dans le panier aussi un jeu qu'elle appelait le jeu des malades. Des petites formes géométriques plates, colorées, qui permettaient de faire une sorte de marqueterie, un pavage. Le soir, avant que sa maman rentre, il redescendait le panier et il rendait le jeu des malades à Madame Messrig. Quand papa était en Allemagne, un jour il a reçu un courrier d'un notaire français. Son père était mort, les fils voulaient vendre la maison de la maman. Mon père a refusé de signer parce que c'était le seul bien que sa mère avait et il refusait de laisser sa mère à la rue. Quand il est revenu en France, ses frères lui en ont toujours voulu. Je crois qu'il a quand même vu un frère après, mais moi la seule fois où j'ai rencontré le reste de la famille en dehors de ma tante Poulette, c'était à un enterrement. Quand il était prisonnier, un jour, il a trouvé un gars qui s'était caché, qui avait fui les camps, qui était mort de faim. Et mon père l'a caché, l'a nourri et l'a aidé à repartir. Quand la guerre a été terminée, un jour, ils se sont retrouvés. Il s'appelait Amalberti. C'était son nom de famille que j'avais retenu. Et monsieur Amalberti a toujours eu une reconnaissance immense vis-à-vis de papa. C'était son sauveur pour lui. Il racontait aussi que, évidemment, il n'y avait plus d'hommes au village. Une fois, il avait aperçu le propriétaire de la ferme où il travaillait. Le gars était revenu pour une permission. Mais sinon, il était dans un monde de femmes et de vieillards et d'enfants. Mais les enfants grandissaient, les enfants qu'il avait connus petits, avec qui il avait joué parce qu'il adorait les gosses et il avait toujours une attention particulière pour les enfants. Les gamins se déguisaient avec des chemises brunes, ils jouaient aux petits soldats. Tous les gosses étaient embrigadés dans des espèces d'imitations d'armée pour partir au front et devenir des bons soldats allemands et des bons nazis. Il est revenu de la guerre et quand il est revenu, la voisine du rez-de-chaussée, la Madame Messrig dont j'ai parlé tout à l'heure, a vu un type basané arriver avec des cheveux longs, crantés, très ondulés. Elle a cru que c'était un homme d'Afrique du Nord. Puis en fait, c'était mon papa qui avait passé 5 ans en plein air. Donc il s'est retrouvé dans son appartement. Sa femme était partie. Il ne savait pas où était son garçon. Il devait avoir 8 ans, mais il ne savait pas où il était. Il a mené son enquête. Il a appris que son garçon était en pension. Il avait signé les papiers du divorce quand il était prisonnier en Allemagne. Il n'avait plus rien à faire avec sa femme. Par contre, il a récupéré son petit garçon. Il a vécu avec lui. Un jour, il avait sympathisé avec les Messrig, donc il était au rez-de-chaussée dans la maison des Messrig. Et il a vu dans la rue en face quelqu'un passer et il ne voyait que ses jambes. Et l'homme portait le pantalon de mon père.
Parce qu'évidemment, quand mon père était revenu d'Allemagne, il n'y avait plus rien dans les armoires. Ni ses affaires, ni celles de son ex-femme. Et là, il a vu son costume. Du coup, il s'est précipité et il a cassé la figure au type. Parce qu'il a compris que c'était le type qui n'avait pas fait la guerre, qui avait fricoté avec les Allemands, donc tout le monde lui avait parlé, et qui était l'amant de sa femme. À ce moment-là, il y a les gens à l'extérieur, des petits immeubles autour, qui étaient à la fenêtre et qui disaient « Vas-y André, casse-lui la gueule, vas-y André ». Il disait pas comme ça, il disait « Vas-y André, casse-lui la gueule ». Alors, quand il est revenu, il a travaillé chez Armand Collin. Je pense que c'est René Loubet, un camarade avec qui il avait fait l'armée, qui lui a trouvé un boulot. Il s'est retrouvé à travailler chez Armand Collin, au 103 boulevard Saint-Michel, et il était magasinier. Il faisait les paquets, il préparait les commandes. Il travaillait en grande partie au sous-sol. C'était un bâtiment haussmannien assez grandiose, avec une porte à tambour. Il s'était fait des copains, il était ami avec tout le monde, et il continuait à être très farceur. Alors par exemple, il racontait qu'il y avait un monsieur qui travaillait à un bureau au rez-de-chaussée, particulièrement désagréable. Et il avait toujours une espèce de chapeau mou, un chapeau feutre. Sous le ruban du chapeau, papa avait noué un petit fil de fer qui faisait tout le tour du chapeau. Chaque jour, il donnait un tour, il resserrait le fil de fer juste d'un tour. Il a fait ça comme ça bien régulièrement et au fur et à mesure que le temps passait, le chapeau devenait de plus en plus ridiculement petit sur le haut du crâne du bonhomme. Chaque fois qu'il mettait son chapeau, ça devenait de plus en plus petit, jusqu'au jour où papa a retiré le fil de fer. Quand le gars a pris son chapeau à la patère pour le mettre sur sa tête, il se l'est déenfoncé complètement sur les yeux. Dans les sous-sols, il avait attrapé des souris. Il avait fabriqué une cage avec des petits trous et des toboggans et des trucs comme ça, et il faisait son élevage de souris. Et puis il racontait aussi qu'il y avait des femmes dans les bureaux des secrétaires qui étaient particulièrement craintives. Il avait organisé une espèce de parcours effrayant dans le sous-sol. Il faisait des bruits bizarres, il agitait des cartes de squelettes qu'il avait récupérées, puisque la librairie Armand Collin vend des livres et du matériel scolaire. Les femmes poussaient des cris d'horreur en suivant le parcours que papa avait fait. Je crois qu'il s'amusait bien, il travaillait mais il s'amusait bien. Il travaillait beaucoup parce qu'il a toujours été très courageux, mais il adorait faire des farces. Chez Armand Collin, il travaillait aussi une jeune femme qui s'appelait Léone Mosqueron, et il est tombé amoureux d'elle. Elle était brune, elle était pulpeuse. Ils avaient 18 ans d'écart. Elle devait avoir 18 ans quand elle l'a rencontré. Ils se sont mariés, et comme il n'avait pas le sou, elle s'est fabriqué son chemisier dans une vieille chemise de papa. Donc elle est venue habiter à la Butte Rouge avec lui. C'était une cité qui avait été construite dans les années 30. Elle était très très moderne pour l'époque. On avait construit cette cité avec l'idée qu'elle était destinée aux gens qui venaient de la campagne. Donc derrière tous les petits immeubles, il y avait des jardins partagés. Les chauffages étaient alimentés au charbon. En haut de la rue de Paul Lafargue, sur la division Leclerc, il y avait le charbonnier. Régulièrement, il fallait aller acheter du charbon et rapporter le charbon pour mettre dans la cave. Dans chaque cave, il y avait une espèce d'emplacement avec un muret où était stocké le charbon. Le chauffage au charbon s'appelait une salamandre. Il était situé au centre de chaque appartement, de façon à chauffer à la fois le séjour et la chambre. L'appartement n'était pas bien grand. Comme il était au dernier étage, il y avait une pièce en arc de cercle, c'était une terrasse. Il avait fait des jardinières qu'il avait moulées avec du ciment et qui donc suivaient l'arrondi de la terrasse. Quand j'étais enfant, il y avait même un élevage de pigeons voyageurs. Papa s'était fait des amis avec les voisins, entre autres les Messric, justement, ceux qui habitaient au rez-de-chaussée. Et à l'étage, un autre couple avec 2 filles qui s'appelaient les Brégeot. Elle était très douce et lui, un monsieur qui riait tout le temps, extrêmement drôle. La vie après-guerre n'était pas très facile. Les tickets de rationnement ont continué à exister. Ils avaient des petits salaires tous les deux. Leur repas, le moins cher et le plus fréquent, c'était des saucisses de Francfort et des pommes de terre. Ils avaient des vélos, ils faisaient des sorties à bicyclette pendant le week-end. Un jour, papa avait récupéré un petit oiseau qui était tombé du nid, un chardonneret, et il l'avait nourri. Du coup, le petit oiseau était apprivoisé, et tous les soirs, il était sur la table avec eux, il picorait les miettes. Quand il en avait assez, il se mettait dans les cheveux bouclés de maman, et il restait là, au chaud.
Alors maman, les élevages de papa, elle appréciait moyennement quand même, parce que les pigeons voyageurs, c'était sympa, mais quand elle voulait étendre son linge, de temps en temps, elle avait des cacas de pigeons sur le linge étendu, et ça la faisait moins rire. Au bout de 8 ans de mariage, maman avait 26 ans, elle s'est trouvée enceinte. Elle ne pensait pas qu'elle allait avoir un enfant, elle était surprise, et puis je suis arrivée. Je crois que ça a été vraiment une très grande joie pour papa. À l'époque, Robert était un adulte. Les relations entre Robert et papa étaient très conflictuelles. Robert avait fait des études de plomberie. Il a commencé à fréquenter une jeune femme qui habitait à Châtenay-Malabry. Maman, quand il leur a présenté cette jeune femme, a dit à Robert « mais il me semble qu'elle a un fiancé ». Elle s'appelait Jacqueline. Robert a dit « non, c'est une histoire finie, c'est passé ». Et en fait, cette jeune femme, elle avait déjà un enfant qui s'appelait Patrick. Robert s'est marié avec elle. Il a reconnu Patrick. Ils ont eu un deuxième enfant. C'était vraiment une très curieuse famille. Même moi qui étais gamine à l'époque, je trouvais que les gens étaient vulgaires, qu'ils parlaient fort, ils buvaient beaucoup. Des quantités de choses qui étaient complètement à l'inverse de ce que je voyais chez moi. L'enfant de Robert est décédé. C'était un nourrisson. Le couple, qui s'entendait déjà pas très bien, s'est retrouvé en conflit permanent. Robert est parti, sans rien dire ni à son père, ni à ma mère, ni à personne. Et il a plus donné de nouvelles. Je me souviens de l'inquiétude de mon père. Il en parlait très peu. Maman disait plus souvent qu'on n'avait pas de nouvelles quand les Messriques demandaient ce que Robert a écrit, etc. Et puis un jour, ils ont reçu une lettre d'une femme chez qui Robert habitait. Cette lettre disait à mon père que Robert était atteint d'un cancer du poumon, qu'il était à l'hôpital Cochin et que c'était très grave. Et à partir de là, mes parents sont allés à l'hôpital tous les jours pour aller voir Robert. Et Robert est mort, j'avais 8 ans. Et lui, il avait 33 ans. Ton grand-père, quand il était très jeune, il était vraiment extrêmement brun. Des beaux cheveux noirs, tout crantés, tout bouclés. Il était long, mince, musclé, mais élancé. Elle était ronde. Elle avait une belle poitrine, des hanches. Elle mettait toujours pour aller travailler des tailleurs, des jupes droites avec des gilets. Elle avait ses anneaux aux oreilles. Elle adorait les chaussures. Elle n'avait pas trop la possibilité de s'en acheter, mais elle aimait bien les chaussures à talons. Maman est née à Flins-sur-Seine. Quand maman est née, en 1930, c'était un village un peu perdu, quoi. Les gens du village, en fait, ils quittaient pas le village. Ils vivaient là, ils se mariaient là. Enfin, il y avait une vie, une manière de parler qui était uniquement de Flins. Il y a des expressions qui sont des expressions de ma grand-mère, que disait ma mère, et que je dis à mon tour, et qui sont uniquement des expressions de Flins. Je les ai jamais entendues ailleurs. Par exemple, arrête de me suivre comme une tioute. Ça, c'était parce que les enfants, quand ils jouaient au petit train, ils s'accrochaient à la queue leu et ils faisaient tiou, tiou, tiou. Ensuite, il y avait qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Des gnognottes, des crottes de chien avec des échalotes. À Flins habitait mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, coiffeurs. Et ils avaient 3 enfants. Le deuxième, c'était Émilien. Il avait fait la guerre de 14. Dans les tranchées à un bombardement, il avait perdu un bras. Et en même temps, son meilleur ami a perdu une jambe. Il a porté son ami, avec lui son bras en moins, il l'a porté sur son épaule jusqu'au poste de secours pour essayer de le sauver. Quand il est arrivé, son ami était mort. Il était pâtissier avant-guerre. Après-guerre, il a travaillé dans les bureaux et il a rencontré René, une petite blondinette toute mignonne. Lui, c'était un bel homme baraqué avec des cheveux presque crépus. Moi, j'adorais leur demander de raconter comment ils s'étaient connus. Tata Renée. Et elle a raconté qu'elle était dans les bureaux avec ses copines. Son premier métier, c'était d'être modiste. Elle fabriquait des chapeaux. Et un jour, elle avait vu cet homme passer et elle avait dit « Oh, le beau gars !» Bon, ils s'étaient rencontrés, ils s'étaient fréquentés. Et un jour, il lui avait écrit une lettre en lui disant qu'il était amoureux d'elle, mais qui voulait pas que son handicap soit un poids pour elle et que du coup, il lui demandait sa main, mais qu'il comprendrait si elle n'acceptait pas. Et évidemment, elle a accepté. Ils sont partis vivre à Saint-Malo et mes premières vacances avec mes parents, c'était à Saint-Malo. Un jour, on a rencontré un cousin de ma mère, René Levasseur, et René a fait miroiter à papa un métier où là vraiment il allait très très bien gagner sa vie, etc., qu'il pouvait le recommander. Et en fait c'était parce que René voulait arrêter ce boulot-là
Et ce qu'il lui avait pas dit, c'était tous les trucs durs qu'il y avait dans ce travail. Il lui avait raconté des histoires. En fait, c'était travailler aux Halles, quand les Halles étaient encore à Paris. Mon père était devant une espèce de hangar dès le début de la nuit. Il attendait les camions de livraison des fruits et des légumes qui venaient du sud. Il déchargeait les camions avec les gars. Ils empilaient les caisses à l'intérieur du hangar et puis ça sortait jusque sur le trottoir. C'était des piles très hautes, bien plus hautes que mon père. Ça durait toute la nuit. Et puis le lendemain matin, les primeurs de la région venaient acheter 10 cajots de pêche, 5 cajots de melon, etc., etc. Et ce que René n'avait pas dit à mon père, c'est qu'il y avait du vol tout le temps, toute la nuit. Et moi, je me souviens très bien de mon père, les premiers matins, quand il revenait, il était épuisé et en plus il pleurait. Et c'est une des rares fois où j'ai vu papa pleurer parce qu'il s'était fait voler de la marchandise, mais d'une manière éhontée, c'était terrible. On lui volait des quantités de cajots de fruits, de légumes et il était complètement désemparé. Il s'attendait pas à ça. Il a compris que c'était comme à la guerre, qu'il fallait se battre. Alors il avait un air de bœuf qui était toujours pas loin, il surveillait. Je me souviens d'une fois où il racontait qu'il a vu sa pile de cajots qui descendait doucement parce qu'on tirait un cajot de la pile, un cajot du milieu et la pile descendait tout doucement. Et évidemment, il a fait le tour, il a surpris le gars, il l'a fait partir vite fait quand le gars a vu que papa avait un air de bœuf. Une autre fois, il a vu un couple de gens âgés qu'il voyait régulièrement. Chaque fois qu'ils avaient touché leur pension, ils passaient la nuit dehors et puis ils allaient boire. Voilà. Cette fois-là, il a vu qu'il y avait un gars qui les suivait et il est arrivé à temps avant que le gars ne tue les gens pour leur voler leur argent. Au Hall, c'était très fatigant. Et à un moment donné, il a dit qu'il fallait qu'il arrête, qu'il trouve un autre métier. Il a son copain, Roca. Lui, il pouvait le faire embaucher là où il travaillait, chez De Brosquès, une espèce de garage, un gars qui était propriétaire de bennes à ordures, qui assurait le ramassage des ordures dans plein de villes du coin. Roca était chef mécanicien. Ces bennes à ordures avaient très souvent besoin de réparation. Et du coup, il a fait embaucher papa. Sauf que papa, il n'était pas mécanicien. Et Roca a dit, t'inquiète pas, le chef, il vient jamais, et puis de toute façon, il y connaît rien, et puis moi, je t'aiderai. Et mon père a appris le métier de mécanicien de bennes à ordures sur le tas. Et au départ, il travaillait au garage, il démontait les moteurs, il mettait des petits bouts de sparadrap de couleur ou des petites marques au crayon sur les pièces ou sur les fils pour les brancher de la bonne manière. De temps en temps, il appelait Roca pour vérifier le travail. Le chef ne s'est jamais aperçu que papa n'était pas mécanicien. Après, il partait en 2 chevaux, dépanner les camions, une 2 chevaux camionnette. Et un jour, il y a un gars qui a refusé la priorité. Papa s'est retrouvé accidenté dans sa 2 chevaux, la tête dans la vitre de la 2 chevaux. Il avait une espèce de casquette sur la tête, de casquette de mécanicien, et il avait le sang qui coulait de dessous la casquette. Il a eu 17 points de suture. Mon père a eu des accidents incroyables. Mais ce qui était encore plus incroyable, c'est qu'il cicatrisait à une vitesse phénoménale. Une autre fois, il s'est planté un tournevis carrément dans la main. Le tournevis est ressorti par l'autre côté. Et encore une fois, il a cicatrisé très très vite. Il avait une constitution exceptionnelle. C'était un peu Superman. Bah ouais, c'était Superman. Au début de leur mariage, ils passaient des soirées complètes à faire des enveloppes, à écrire des adresses sur des enveloppes pour gagner un petit peu plus d'argent. Et lui, chaque fois qu'il pouvait, il se rajoutait du travail, faisait du travail au noir, il se faisait des petites économies et c'était pour faire des cadeaux à maman. Il avait un projet, une idée dans la tête et il se disait « je vais arriver à acheter ça ». Il mettait des mois pour arriver à accumuler la somme dont il avait besoin à chaque fois. Ça le mettait en joie, c'est-à-dire que quand il se couchait le soir, il imaginait le moment où il pourrait lui faire son cadeau. C'est comme ça qu'il a acheté une toute petite télévision pour remettre sur le frigo quand on habitait la Butte Rouge. C'est comme ça qu'il lui a acheté une bague, un bracelet. Il avait toujours l'envie de lui faire plaisir, l'envie de la gâter. Ce qui est quand même incroyable, c'est que cet homme qui était né en 1912, je l'ai toujours vu faire la lessive, le repassage, la cuisine, passer l'aspirateur. Évidemment, il s'occupait de moi. Dans le cadre du foyer, il en faisait autant que maman. Et comme il a pris sa retraite avant maman, il faisait la cuisine, il entretenait la maison et il adorait faire la cuisine, il était gourmand et donc il faisait extrêmement bien la cuisine. Il faisait la cuisine pour la voisine qui travaillait beaucoup, il lui préparait ses repas, il lui faisait le repassage, il gardait les enfants des uns et des autres. Quand la voisine recevait des amis, elle donnait des sous à papa, papa faisait les courses, lui préparait le repas
lui mettait la table, le plat dans le four, et elle avait juste à réchauffer le plat. Tout était prêt. Et maman, qui avait quitté l'école à 16 ans, qui était mécanographe, comptable, puis chef comptable, maman tricotait, mais maman s'est mise à la couture et elle est devenue une excellente couturière. Elle faisait des vêtements magnifiques, elle faisait du crochet et tout ça, elle l'a appris toute seule. Elle était vraiment très douée et elle était tellement consciencieuse et tellement appliquée que c'était toujours parfait. L'entretien de sa maison, il fallait que ce soit parfait. Elle nous faisait rire avec papa parce que parfois on discutait dans la cuisine, puis tout d'un coup on voyait son regard qui partait sur le côté et elle disait « Il y a une tache sur le placard là-bas ». Alors évidemment, nous on éclatait de rire. Elle avait tellement souffert de la crasse avec ma grand-mère qu'il fallait que sa maison soit parfaite. Alors, mon père a toujours aimé chanter et a toujours aimé la musique. Je pense qu'en fait, toutes ces chansons, il les avait dans la tête parce que sa mère aussi chantait. Après, quand il a eu assez de sous pour le faire, il s'est acheté un tourne-disque. Donc, il y avait comme ça à la maison des disques qui tournaient régulièrement. Les cloches de Corneville, Le Pays du Sourire, les chansons de Paul Delmet. Papa et moi, on les chantait. Et puis, il m'en chantait d'autres. Il en avait toujours une. Papa et maman avaient une chanson à eux, qui chantaient pour les grands événements. Une réunion de famille, à ma communion. À chaque fois, ils disaient « Madeleine, on chante ma chanson, on chante notre chanson ». Alors maman, à chaque fois, elle disait « Mais je m'en souviens plus, je ne sais plus. Oh, puis il y a longtemps que j'ai pas chanté, j'ai plus ma voix. » Mais si, Madeleine. Alors elle se faisait prier, mais à chaque fois, elle cédait. Il la faisait asseoir sur ses genoux, souvent, ou il la prenait près de lui, plutôt, et ils entonnaient la chanson. Donc lui, il commençait, il faisait « Chérie, je t'aime, vois-tu, chaque jour de plus en plus. C'est toi, mon rêve, c'est toi, ma gaieté, ma seule raison d'exister. Tous les mots d'amour qu'on se dit à l'oreille, tous ces mots troublants promettant des merveilles, mots qui s'accompagnent de baisers que l'on répète inapaisés, mots voluptueux qui caressent nos lèvres, mots que l'on prononce toujours avec fièvre, qu'importe qu'ils soient vrais ou menteurs, tous les mots d'amour nous donnent le bonheur. »